On aura à débattre de deux sujets, comme tous les soirs d'ailleurs. D'ailleurs, cette réunification au sein de l'Église du christianisme céleste, précisément l'implication du chef de l'État et aussi les examens de fin d'année, essentiellement le BEPC, une première pour la nouvelle ministre des Enseignements secondaires, techniques et de la formation professionnelle. Nous allons explorer le champ et je vous présente d'ores et déjà mes invités. Je suis avec, à ma droite, Adrien Tchobakou. Vous êtes analyste politique. Bonsoir Adrien. Bonsoir Madame Touboula, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à ce débat édifiant. À ma gauche, Mohamed Eliamidi, bonsoir, vous êtes consultant éditorialiste. Bonsoir Angèle, bonsoir au plateau, bonsoir aux téléspectateurs. Et enfin, je suis avec Mathieu Midangoye qui lui est journaliste de la maison. Bonsoir Mathieu. Bonsoir Angèle, bonsoir téléspectateurs, merci d'être là. Voilà, allez, je vais planter le décor du premier sujet. Vous le savez tous, puisque vous l'avez suivi. Le président Patrice Talon a entrepris de participer à la réunification des dirigeants de l'Église du christianisme céleste en proie à des divisions mettant en souffrance les fidèles du Bénin, du Nigeria et du monde. Pour aboutir à cette réunification longtemps attendue, un conseil supérieur de transition de l'Église du christianisme céleste a été installé officiellement le 26 avril 2025 au Palais de Congrès de Cotonou en présence du chef de l'État. Ce Conseil supérieur de transition, organe central chargé de conduire le processus de réunification de l'Église sur une période d'un an, a tenu sa première session les 8 et 9 mai 2025 à son siège à Cotonou. Cette session inaugurale à printemps a été marquée par la participation active du président Patrice Talon et au terme des 2 jours de travaux, plusieurs avancées majeures ont été enregistrées. Ces avancées ont été rendues publiques au cours d'un point de presse tenu par le porte-parole du CST, M. Marcelin Zanou. Ce soir, mesdames et messieurs, nous allons nous intéresser à l'impact de l'implication du chef de l'État dans ce processus. La première question est pour vous, Mohamed Liamidi. Et pour commencer, nous allons déjà apprécier l'importance de cette congrégation dans le paysage béninois afin de comprendre déjà un peu plus le pourquoi de l'implication du chef de l'État. Quel est selon vous le poids politique et social de l'Église du christianisme céleste et justifie-t-il une implication directe du chef de l'État Patrice Talon? Je pourrais vous dire que je me rappelle lors de la rencontre du président de la République, le chef de l'État, le président Patrice Talon, avec le clergé, je crois que c'était en 2018. Le chef de l'État, je me souviens, avait eu à dire qu'il souhaite et que cela soit possible que chaque fois qu'il y aurait ou qu'il y ait des situations conflictuelles au niveau des congrégations religieuses, que lui, président de la République, et ses proches et ses collaborateurs puissent être suffisamment inspirés, je reprends là les mots du chef de l'État, pour pouvoir intervenir promptement et juguler ces situations lorsque ça arrive. Parce que, vous savez, vous n'êtes pas sans savoir l'importance, je dirais, de la religion dans notre société ici, africaine, et bien évidemment dans notre pays, le Bénin. Si je vous le rappelle, il y a un philosophe qui a dit, ou qui pense plutôt que la religion est l'opium du peuple. Et donc, le peuple de Dieu ici ne fait pas dérogation, à mon avis, à cette pensée de ce philosophe. Et donc, quand on connaît l'importance de la religion, pour ne pas dire de la foi, et donc de la foi religieuse, pour les Africains et donc les Béninois que nous sommes, ça a une place, je dirais, prépondérante dans la vie, dans notre vie. Il est donc normal que si on veut la paix, si on veut la cohésion et si on veut l'unité, il est important de s'assurer qu'il y ait la paix, qu'il y ait l'unité, qu'il y ait la concorde au sein des congrégations religieuses pour que cela puisse impacter globalement la société, notre société, je dirais, étant donné que nous sommes dans un État laïque et que chacun a le droit de choisir sa religion et de la pratiquer. Et ici, toutes les religions cohabitent. Toutes les religions cohabitent. Nous sommes dans cette
pacification depuis longtemps, et je ne vous l'apprends pas. Et donc, il est important, comme je viens de le dire, que quand il y a des situations comme ça au niveau d'une congrégation religieuse, et quand vous prenez l'église du christianisme céleste, ça, c'est une église qui a son poids quand vous regardez en termes du nombre de fidèles, par rapport le ratio au nombre de fidèles de cette église sur la population, ou bien sur le nombre de croyants, si je peux le dire ainsi. C'est vrai que je n'ai pas fait un sondage, mais il est évident que cette église, ne serait-ce qu'à voir une église que vous pouvez trouver, je ne pense pas qu'il y a un quartier, ne serait-ce qu'à l'échelle de Cotonou, de Porto Novo, de parcours des grandes villes, où vous irez, et que vous n'allez pas trouver, ne serait-ce qu'une petite chapelle de cette église-là. Donc, sur la base de cela, on peut déjà apprécier l'importance de cette congrégation religieuse. Et donc, quand on a ça, il est important d'œuvrer à ce qu'il y ait la cohésion au sein d'une telle congrégation. Maintenant, la dimension ici, c'est que cette église n'a pas qu'une dimension nationale. Pour revenir sur ce que c'est à une dimension, je dirais, mondiale. Elle est présente au Togo, elle est présente au Nigeria, elle est présente en Côte d'Ivoire, en Centrafrique, un peu partout, et dans tous les pays du monde pratiquement, et aux États-Unis, en Grande-Bretagne. Donc, elle est présente un peu partout. Et quand on sait que l'église est partie d'ici, c'est d'ici que l'Église est partie, il est donc important, en tant que chef d'État, quand on veut la cohésion, qu'on puisse s'intéresser à ce qui se passe, qu'on s'intéresse de près à ce qui se passe dans une telle congrégation religieuse. Adrien Tchobakou, direz-vous la même chose sur cette première question? Madame Anja Toboula, il faut avouer que lorsqu'il s'agit d'une église, écoutez, quand on parle d'une église, qu'on veuille ou pas, c'est une association apolitique qui est bel et bien régie par la loi de 1901. Et quand il s'agit d'une église, que dis-je, de l'église du christianisme céleste, c'est une église qui a non seulement une importance à ne plus qualifier, c'est-à-dire cette église qui est représentée un peu partout sur tout le territoire national et qui est aussi représentée dans la sous-région, en Afrique un peu partout. Il est quand même normal qu'il n'y ait pas un début de tension au sein de cette église, qui n'est pas du tout de crise au sein de cette église, que les fidèles, les filles et fils de cette église parlent bien sûr, je dirais d'abord du développement, je ne dirais pas qu'ils parlent le même langage, là où il y a deux personnes, là où Dieu existe, il y a toujours des problèmes. Ah bon? Ouais, écoutez, même là où nous sommes ici, partout où il y a déjà deux personnes, c'est que Dieu est là et il y a toujours des problèmes. C'est ça la vie. Donc je pense quand même que le chef de l'État a bien d'abord fait de réfléchir pour dire que non, il ne faudrait pas qu'il y ait crise. Même s'il y a crise, il faut que cette crise soit très vite gérée, conjurée. Et c'est ce qui fait que le chef de l'État a tout fait de se faire représenter au sein de cette commission, ce comité qui a été installé, et c'est la personne de Bertin Bada, un général dont on ne présente plus, qui représente bel et bien le chef de l'État. Je pense quand même que, bon, il y a matière à réflexion. C'est vrai que nous sommes à la veille des élections, et qu'on veuille ou pas, une église constitue, écoutez, en tant qu'analyste politique... Bien sûr, vous ne pouvez pas l'écouter, donc on reviendra sur cet élément. Le temps pour moi de donner la parole à Mathieu. Mathieu, on s'intéresse à l'implication du chef de l'État dans un processus de réunification d'une congrégation religieuse. Est-ce que vous comprenez, vos prédécesseurs ont donné leur analyse au vu de ce qu'est une congrégation religieuse? Pour eux, c'était important. Et à votre lecture, à vous, Mathieu Midengoyi. Merci, Angèle. Je crois, à mon avis, que le chef de l'État, le président Patrice Talon, dans cette affaire, a joué le rôle du colibri. Colibri, vous savez, c'est un petit oiseau qui a constaté qu'il y avait une grande forêt à pris feu et qui, habilement, de par son bec, une goutte d'eau qu'il est venu mettre dedans. Et quand il met, on se moquait de lui justement pour dire, ben écoutez, quoi, ça là va servir à quoi dans une grande forêt qui a pris feu? Il dit non, c'est une partition que chacun doit jouer. Et si chacun peut déjà jouer cette partition, de cette goutte d'eau, la forêt va donc s'éteindre et retrouver justement son calme. C'est le rôle que le chef de l'État vient de jouer ici. Les prédécesseurs en ont parlé. Parce que l'église du christianisme céleste aujourd'hui, vous savez, c'est une très grande église qui, telle que l'a dit il y a midi, n'est pas seulement au Bénin.
même si nous reconnaissons que la fondation, c'est ici. Et la crise qui a secoué cette église date de très longtemps. Nous n'allons pas regarder ce qui se passe. On ne va pas dire que oui, les élections sont déjà proches et que le chef de l'État a pris le temps certainement de prendre connaissance de la situation afin de savoir par où l'attaquer pour trouver la solution. Je pense bien que c'est l'heure qui a sonné pour que l'accalmie revienne définitivement au sein de cette église. Je vois que c'est une très bonne action qu'il a menée parce que l'église, qu'on le veuille ou pas, c'est un haut lieu d'enseignement, c'est un haut lieu de sensibilisation, c'est un haut lieu également où on peut faire passer assez de messages, de grands messages, parce que parfois même, on croit en ce qui est dit à l'église que ce qui se dit à la maison. On croit aux enseignements de l'église que ce qui s'enseigne à l'école. Donc il a de quoi justement que le chef de l'État travaille justement à ce qu'on obtienne une accalmie au sein de l'église et c'est ce qui est fait à mon avis, Angèle. Voilà, ce préalable fait. Adrien, vous indexez tout de suite les élections à venir. Alors voici la question qui peut-être vous permettra d'approfondir cette idée. Quelle pourrait être au-delà de cette ampleur de l'Église du christianisme céleste et également au-delà du fait que sa source a démarré par le Bénin, au-delà de tout cela, quelles pourraient être les motivations profondes du président de la République à s'impliquer dans un processus de réunification de l'Église du christianisme céleste? Madame Rosette Oboula, vous savez, en République du Bénin, selon les textes en vigueur, le premier responsable de toutes les religions, c'est bel et bien le président de la République. Ah bon? Ah oui? Écoutez, écoutez. Vous me l'apprendrez. Ah, je vous invite à aller parcourir notre constitution, l'ancienne constitution et la nouvelle constitution, la constitution qui a été modifiée, qui a été actualisée. Le texte dit que le Bénin est un pays laïque. Oui, quand on parle de la laïcité du Bénin, oui. C'est que, bon, on peut entreprendre toute religion, mais c'est le président de la République qui est le premier responsable de tout. Lorsque, dans une religion, dans une église, il y a crise, quand il y a une tension, c'est que le pays, d'une manière ou d'une autre, peut être secoué par cette crise. Donc, il faut très rapidement tout mettre en œuvre pour éteindre l'étincelle pour qu'on ne parle pas de feu. Vous voyez un peu ce que je dis? C'est d'abord la première raison qui a motivé le chef de l'État à s'impliquer dans cette crise qui, depuis plusieurs années, tente de renaître. Je pense quand même qu'il n'y a pas crise en l'État. En État, c'est que la situation est sous contrôle. Ce qu'il faut dire, c'est que, bon, vous savez, quand nous sommes à la veille des élections, tout peut se passer. Et tous les calculs politiques sont très bien gérés. D'ailleurs, je pense quand même que c'est tout ça qui amène le gouvernement actuel à anticiper sur certaines choses. Parce que, qu'on veuille ou pas, quand il s'agit d'une église, qu'on parle de l'église du christianisme céleste, Assemblée de Dieu, ou les élus de Dieu, Renaissance nationale, Église catholique surtout, il y a de très bons messages qui sont passés, qui se passent, qu'on fait passer des messages qui sont diffusés. Donc, il ne faudrait pas que, il faut d'une manière ou d'une autre anticiper sur certaines choses pour que des gens ne prétextent pas de ce qui est crise ou qui est début de crise pour faire passer de très bons messages ou de faux messages, des messages qui ne pourront pas d'une manière ou d'une autre arranger le pouvoir en place. Moi, c'est ma lecture. Toutefois, écoutez, le chef de l'État, quand vous êtes une personnalité de haut rang, vous devez tout mettre en œuvre pour que on parle de développement du pays partout où besoin serait. Donc, je pense quand même que le chef de l'État, en anticipant sur le fait qu'il ne doit pas avoir crise dans une église, que dis-je, de l'église du christianisme céleste, qui est mondialement représentée, qui est représentée sur tout le territoire national, je pense que Patrice Talon a bien fait d'instruire ses services compétents et de se faire représenter dans cette commission. Mohamed Yanidi, une église céleste réunifiée, quel intérêt pour le Bénin, quel intérêt pour Patrice Talon? Au-delà du président de la République, cela est
un intérêt pour le Bénin, cela n'est pas à démontrer. Mais avant même de revenir à cela, je dois préciser à Adrien que la crise dont vous parlez, ça date de près de 40 ans. Il y a eu beaucoup d'élections. Pourtant, ça n'a pas empêché de faire les élections ni au président de se succéder. Et donc, si peut-être les autres ne se sont pas intéressés à ça et que le président de la République, le président Talon, a compris que cela est important et qu'il le fait, il faut le reconnaître à juste titre. Soit les autres n'avaient pas, ou du moins, je ne parlais peut-être pas de moyens, ou peut-être n'avaient pas suffisamment de charisme ou d'autorité pour pouvoir y arriver, peut-être même qu'ils ont voulu mais qu'ils n'ont pas pu. Et donc, lui, il a pu le faire, il faut le lui reconnaître à tout seigneur, tout honneur, et je tiens à préciser ça. Rechercher des buts électoralistes, pour moi, n'a rien de... Ça n'est pas pertinent, parce que comme je viens de le dire, ça fait près de 40 ans et il y a eu beaucoup d'élections. Quoique, bon, on ne sait jamais. Ça peut toujours profiter, parce que cela étant d'un intérêt pour les fidèles de l'Église, celui qui réussit à faire ça pour vous, peut-être que ça peut vous amener à voir lui beaucoup plus un leadership qui vous convainc de ce que il faut faire avec celui-là. Maintenant, quand je reviens à votre question, quel est l'intérêt? Récemment, le pape François est décédé et on a vu tout ce qui s'est passé, l'inhumation ensuite, conclave et finalement, il y a eu un autre pape. Et quand on dit une église reste une église. Parce que quand je parle là de pape François, je parlais plutôt là de l'église, je parle du christianisme, je parle de l'église de Rome, de l'église romaine. Donc, vous voyez, pour moi, en termes de rapport de similitude, nous avons quelque chose comme ça ici aussi. Et comme je le disais dans mon premier développement, qui est parti, l'église du christianisme céleste, cette religion, elle est partie d'ici. Et cette lumière, si je le dis ainsi, a donc conquéri le reste du monde. Et quand il y a de la dissidence au sein d'une congrégation comme ça, il faut tout faire pour pouvoir les réunir. Parce que s'il y a réunification et que cette église parle d'une même voix, cela va rejaillir forcément sur l'ensemble de l'activité de l'Église et donc de cette foi qui a une dimension mondiale. Et à partir de ce moment, la réunification a vraiment d'intérêt pour le pays, puisque tout se passe ici. Et si je me fie, ça dit que je vous parle là de mes recoupements, de mes recherches, vous allez voir, lors de cette cérémonie, le 26 avril, vous allez voir dans le décor, à l'arrière-plan, vous allez voir la prophétie s'est concrétisée. Je ne suis pas de l'Église, mais de ce que j'ai appris, c'est le fondateur même de l'Église qui avait déjà dit que le moment viendra où il y aura encore réunification des différentes... Si on peut parler d'elle. Voilà, de l'Église. Et donc, je dirais aussi que la prophétie a voulu que cela s'accomplisse par le président de la République, le président Patrice Talon. C'est quoi je disais tout à l'heure que c'est à son honneur. Et donc, cela se réalise là maintenant. Ce qui veut dire que si cela est fait, le siège mondial sera également reconnu comme le siège qui est Porte-Nouveau. Ce qui est à Porte-Nouveau sera reconnu comme le siège mondial de l'Église. Et donc, ce sera pratiquement le Vatican de l'Église du christianisme céleste. Et tout le monde sait la relation qu'il y a entre le Vatican et le reste du monde. Donc, par parallélisme, c'est une relation pareille qu'il y aura entre le siège mondial de l'Église du christianisme céleste qui se trouve à Porte-Nouveau et le reste du monde. Et donc, quand on part de là, ça devient forcément une puissance à l'échelle mondiale, comme l'Église catholique. Et donc, quand on voit ça de cette manière, on comprend l'intérêt d'un chef d'État qui a son leadership, qui veut que ça marche et qui veut que son pays rayonne au-delà du continent, à s'intéresser à une telle situation et à œuvrer comme il l'a fait et comme il continuera de le faire par son représentant au sein du Conseil, pour que la réunification, qui là déjà on peut le dire en marche, parce qu'il y a déjà une première séance de travail, que ça puisse
continuer et que la feuille de route telle que élaborée, c'est-à-dire que le travail qui devait durer 1 an, que cela puisse aller au bout et qu'au bout de cette année de transition, qu'on puisse assister effectivement à la concrétisation de cette réunification souhaitée par tous les acteurs de cette église qui était présente au Palais des Congrès le 26 avril, que cela devienne une réalité pour le bonheur du peuple de Dieu, je peux le dire ainsi, pour le bonheur des fidèles de cette église et pour le rayonnement aussi de notre pays à travers le monde. Mathieu Midengoyi, un acte qui n'est forcément pas anodin, puisque une église du christianisme céleste réunifiée, c'est permettre au Bénin de devenir peut-être ce Vatican de l'église du christianisme céleste. Bien sûr que oui, c'est dans cette même logique que je vais m'inscrire, puisque quand on voit ce qui s'est passé au sein de cette église, aujourd'hui avec l'avènement de la nouvelle technologie qui a transformé le monde en un quartier planétaire, les messages issus de cette dissidence, c'est-à-dire cette malcompréhension, l'incompréhension au sein des hauts responsables de cette église, ça ne présente pas une bonne image justement du Bénin à l'échelle mondiale. Lamine l'a dit, le Vatican de l'église du christianisme céleste, on le veuille ou pas, c'est le Bénin. Et à mon humble avis, s'il n'y avait peut-être pas cette situation au sein de cette église, le siège qui est en train d'être érigé, parce que pour très bientôt, le siège ne sera plus à Porto Novo, il y a un vaste domaine qui est réservé à cela dans la commune d'Adjara, où les travaux ont commencé depuis peu. Donc, je me suis dit, si peut-être il y avait déjà eu ce qui s'est passé, cette séance, l'implication du chef de l'État dans cette situation depuis, on aurait déjà assisté à une autre image, on serait déjà en train de voir une autre image de cette église ici au Bénin. Et ici, si on dit tout de suite que nous allons dire, bon, c'est peut-être les élections s'approchent et tout, bon, je ne vois pas la chose dans ce sens. Pas du tout, parce que ce n'est pas seulement à l'église du christianisme céleste que le chef de l'État s'est intéressé. Non, il avait déjà eu à poser d'autres pages, toujours parlant des religions, avant d'en arriver là. Et je l'ai dit dans mes premiers propos, justement, il a pris certainement le temps de prendre connaissance de la situation. C'est au sein de l'église qu'on voit les gens qui s'habillent, même touchent partout, mais porter des messages. On s'apporte de façon indirecte sur les réseaux sociaux. Et ce n'est que un refuge pour les fidèles, disiez-vous tout à l'heure. Ce qui n'est pas du tout bien. Je pense bien que cet acte que vient de poser le chef de l'État va corriger un certain nombre de choses qui va permettre justement à l'église de s'enraciner non seulement ici au Bénin, mais en tout cas, les fruits de cette action doivent certainement rejaillir certainement sur les autres contrées, afin qu'on ressente véritablement, oui, qu'au Bénin, comme cela s'est passé à Vatican, là, on est tout à l'heure, mon prédécesseur, oui, il y a également de très bonnes choses qui peuvent se passer. Et si cette prophétie s'est accomplie au temps du président Patrice Talon, nous ne pouvons que lui dire félicitations, c'est lui qui a cette chance d'ailleurs de réussir cette noble mission. Donc voilà un peu. Oui, adressez-moi tout, mais je pose quand même la question, vous présentez le chef de l'État comme le sauveur, mais son implication n'est pas forcément une garantie du succès de cette réunification-là. Bon, écoutez, je pense quand même qu'il aura quand même à poser ce bon geste, cette bonne action. Ce qu'il faut dire et ce qui est important, c'est déjà du fait que le chef de l'État ait pris ce problème à bras le corps, que le gouvernement s'est impliqué dans ce que je peux appeler la construction du Vatican béninois. Vous avez tous écoutez, le Vatican béninois de l'église du christianisme céleste. Moi-même, vous êtes bien inspiré. Madame Angèle, oui. Permettez-moi de vous dire ceci. Vous savez, c'est à Adjara que les travaux se déroulent actuellement. C'est à Adjara. Mais écoutez, vous dites? Non, allez-y. Pour ce que je sais, c'est plus précisément à Adjara que les travaux de construction de ce que je peux mettre en griffe, le Vatican béninois de l'église du christianisme. C'est vous qui le nommez comme ça. Tout à fait, c'est moi qui le nomme ainsi. Donc, une chose est claire, que ceux de Porto Novo, les acteurs, les fidèles de cette église du christianisme céleste, acceptent que ça soit installé à Adjara. Écoutez, c'est vrai qu'il y a ce petit quiproquo, ce petit problème où des gens disent que c'est à Soava. Il y a ça qui se pose actuellement, que c'est à Soava que ça devrait être. On dirait que vous avez participé au travail du comité. comité. Il a été même dit que c'est plus précisément à Tré, un village de Dassa Zoumé, que ça devrait être installé.
Ça, c'est chez vous. Hein. Oui, ça chez moi, ça, il faut reconnaître les choses. Bon, on va laisser Adrien aller au bout de ses idées. Je pense que ça soit à Adjara, que ça soit à Port-Nouveau, que ça soit à Tré, à Dassa, à Soava, ou bien même à Malanville ou à Tchoumi, le lieu retenu, il faut que les gens acceptent. C'est le Bénin. Le Bénin, il n'y a pas quelque part sur tout le territoire national qui ne soit pas acceptable. Je pense que nous soyons de Cotonou, de Calavi, de Natitengu, oui, c'est notre pays. Absolument. Et les gens doivent accepter que les choses se passent à un lieu X sur n'importe quel endroit sur tout le territoire national. Mohamed Yamidi, je le demandais tout à l'heure à Adrien Tchomakou, cette implication de chef de l'État garantirait-elle le succès de cette réunification? Il y a, quand vous le remarquez, à la cérémonie le 26 avril, une manifestation, une disponibilité des acteurs de cette église-là, que ce soit à l'aile de la Côte d'Ivoire, à l'aile du Nigeria, à l'aile du Bénin. Il y a une volonté de leur part à ce qu'on aille vers la réunification. C'est déjà un pas et c'est déjà important. Mais quand il y a cela, cela ne suffit pas. Il faut maintenant un leadership. Donc, je pense que c'est ce leadership que le président de la République, le président Patrice Talon, a apporté pour que la chose puisse se matérialiser. Et là, on assiste déjà à un début. Il y a déjà eu les premières réunions qui ont commencé. On va espérer que ça puisse continuer comme ça et que la feuille de route élaborée soit suivie pour qu'au bout de l'année, comme ça a été fixé, qu'on puisse aboutir à cette réunification. Maintenant, comme je l'ai dit, le leadership du chef de l'État va forcément influencer, puisqu'il suit ça de près. Je crois qu'il était au travail. Donc du 8 et du 9 mai. Et il a un représentant qui est désigné au sein du conseil, qui est le général Bertin Bada, qui est également le directeur du cabinet militaire du chef de l'État. Et donc, ça veut dire que le directeur du cabinet du chef de l'État, il n'y a pas un jour où il ne va pas le chef de l'État. Donc, pour moi, c'est une assurance de ce que le chef de l'État accorde beaucoup d'intérêt à ce que cette réunification soit et que ça aille au bout, comme les acteurs l'ont souhaité. Et donc, de là, on peut déjà espérer qu'il va suivre la situation de près et qu'au bout de l'année, comme ça a été dit, on va assister à cette réunification et ça sera chose faite. Et moi, je voudrais espérer ensuite qu'à la fin de tout ça, que les reliques aussi du fondateur de l'Église on pourra aller vers cela, que cela soit une réalité, que les reliques pourront revenir ici. Ici, quand je dis ici, je parle du Bénin. Et donc, au siège, là où ça sera décidé, que ce soit à Dia, comme ils sont en train de le dire. Certainement que le conseil va décider que cela soit matérialisé, que les reliques reviennent. Et donc, qu'on assiste à une réunification, je dirais une certaine renaissance même de l'Église du christianisme céleste et que l'impact que l'Église a sur le monde puisse continuer pour le rayonnement de l'Église et le rayonnement, je le dis encore, je le précise, de notre pays parce que là, il s'agit de notre pays. Pour cela, Mathieu Mindengoï, il faudra également que les acteurs puissent donner d'eux-mêmes afin que cette unité, cette cohésion voulue soit à terme de cette année de transition une réalité. Bien sûr. Et je me dis depuis l'installation le 26 avril, parce que quel que soit l'acte posé, l'homme trouve toujours à dire, j'ai fait un peu, j'ai observé un tout petit peu depuis l'installation. Comme il n'y a pas eu de voix discordante, je comprends déjà que bon, c'est un succès, c'est déjà une réussite. Nous pouvons dire... pour ce qui est des débuts, peut-être. Pour ce qui est du début, justement. C'est parce que quand un seul individu n'est pas d'accord dans un processus, il est bien capable de susciter, de créer aussi son camp. Déjà, on serait déjà en train de lire des messages, d'autres messages de découragement, de désintéressement sur la toile et tout. Donc, si jusque-là, nous n'avons pas encore lu de telles réactions sur la toile, jusqu'à la tenue de ce premier conseil au sein
des membres qui, justement, le composent. Je me permets de le dire sans aucun risque de me tromper que c'est un succès, c'est à l'actif du chef de l'État. Vous avez demandé, justement, il faudra maintenant que les acteurs eux-mêmes, qui sont responsables de cette église, qui sont fidèles de cette église, puissent également prendre leur responsabilité et savoir que ce que le chef de l'État vient de faire n'est pas pour sa famille biologique, ce n'est pas pour son être à lui et lui seul, non. Les premiers d'ailleurs qui vont bénéficier des retombées, des revenus justement de ça, c'est eux-mêmes d'abord les responsables de cette église. Donc ils ont intérêt justement à préserver, à travailler, si possible même passer des informations nécessaires au cas où il y en aurait de petites frustrations au chef de l'État ou bien à son représentant, afin qu'on n'assiste pas à ce qui s'était passé par le passé. Parce que pour avoir été un peu plus proche de certains de l'église et tout, ce qui s'est passé, franchement, c'était pas de bonne image à l'extérieur, à la face du monde et tout. Donc, ils ont intérêt à travailler, ils ont intérêt à se donner la main, ils ont intérêt à se serrer les coudes, hein, quel que soit le lieu qui sera retenu justement pour ériger le siège mondial. L'essentiel... Pour ce coup-là, laissez le conseil, laissez le conseil de travail. Hein. On va attendre les conclusions pour voir où cela sera érigé. Ce n'est que des suppositions, ce n'est pas nous qui décidons. Bien évidemment. Oui, Adrien Tchoubakou, vous voulez réagir? Bon, c'est vrai, hein, ça il faut le dire, la réunification est en marche, mais c'est à quel prix? Parce que écoutez, le gouvernement a aussi l'obligation de reddition de comptes envers le peuple béninois. Parce que c'est sur la base, écoutez, c'est sur la base de ce que nous tous, nous cotisons, que le gouvernement peut subventionner, que le gouvernement peut appuyer, que le gouvernement peut construire ce siège mondial. Je pense quand même que si aujourd'hui, écoutez, si aujourd'hui, on n'a pas eu de communication disant que le gouvernement ingère de l'argent dedans. Non, quand on parle d'un comité supérieur national et il y a un représentant du chef de l'État, oui, ça a un coût. Écoutez, du coût présentiel ou physique, il y a un coût financier. Il y a un coût financier. Ah, selon vous, d'accord. Ça a été toujours comme ça. Ce n'est même pas selon moi. C'est quelque chose qui est officiel et le gouvernement même. Nous, on n'a pas eu l'officiel. Ça peut être quelque chose qui est officiel. Non, continuez. Je ne vous coupe pas, Adrien. Écoutez, ce que je dis, c'est qu'au moment opportun, il serait quand même bien que nous ayons ce point financier de ce que, oui, cette réunification qui est en marche a coûté tel nombre de millions, tel nombre de milliards, si éventuellement il y a eu des apports directs des responsables influents au plus haut niveau de l'Église du christianisme céleste, qu'on nous parle de ça, pour qu'on sache que, oui, effectivement, cette organisation non gouvernementale qui constitue une église régie bel et bien par la loi de 1901 par rapport à ceci qui a été entrepris, ça nous a coûté tel nombre de millions, dont il y a tel apport direct de l'église même et le gouvernement même à un moment donné a appuyé à telle hauteur. On en a besoin parce que nous sommes dans un pays qui est en marche et que je pense quand même que nous avons cette obligation d'être informés de cette reddition de comptes. D'accord. Allez, dernière question sur ce sujet. Mohamed Liamidi, cette question de l'intervention du chef de l'État dans certaines situations religieuses soulève souvent une certaine question de laïcité de l'État. Est-ce que selon vous, ça pose un problème? Le chef de l'État est garant de la paix et de la sécurité. Et qu'il y ait harmonie au sein des congrégations religieuses, ça participe de la cohésion nationale, de l'unité et de la paix. Et donc, dans ce sens, si ça brûle, il doit intervenir. C'est lui qui a le devoir de cela, même si comment je vais dire, il y a une dérogation donc, de ce pouvoir au ministère de l'Intérieur qui est chargé aussi des cultes. C'est pas pour rien que c'est précisé. Et donc, à partir de ce moment, le chef d'État est parfaitement dans son rôle. Il est parfaitement dans son rôle et cela ne peut que participer à l'unité nationale. Pour moi, c'est un édificateur de la cohésion sociale. C'est l'homme de... Aucunement. Puisqu'il le fait pour toutes les religions. Il l'a fait pour les protestants, il l'a fait pour les musulmans,
il vient de le faire pour les célestes, s'il y a lieu demain, il le fera pour les catholiques, et il le fera toujours. Et donc, en tout cas, tant qu'il a pu, il a dit lui-même. Et donc, à partir de ce moment, il ne fait que jouer son rôle, de s'assurer que tout se passe bien dans la République, qu'il y ait la paix, qu'il y ait la concorde. Parce que sans ça, de quoi parlerons-nous? Si nous n'avons pas la paix, si nous n'avons pas la concorde, on peut pas faire face aux impératifs du développement. Et donc, c'est nécessaire que le chef de l'État joue son rôle. Vous direz autant, Adrien Tchomako. Bon, je ne dirais pas le contraire. Le chef de l'État est garant de tout ce qui est religion endogène et notre constitution l'a très bien stipulé. Religion endogène. Bon, écoutez, bon, quand de religion en général, c'est mieux. Toutes mes excuses. En fait, comme moi je suis de plus en plus, je m'intéresse davantage aux religions endogènes. Bon, c'est peut-être les religions traditionnelles. Donc, les religions traditionnelles. Donc je pense quand même que c'est une très bonne initiative. Il faut saluer cette démarche du gouvernement béninois, cette démarche du chef de l'État en personne, cette implication directe du président de la République dans cette gestion de crise. Je pense quand même que c'est louable et le chef de l'État a très bien réfléchi de s'intéresser au dossier, même si c'est presque à la fin de son mandat et que peut-être que le chef de l'État peut avoir des intérêts politiques, peut-être qu'il peut aussi s'agir des calculs politiques. Parce que, écoutez, aucun gouvernement béninois ne pose un acte, que l'acte soit social ou pas, ça a toujours un intérêt politique. Ça, là, soyez rassurés. Mathieu Midengoï, sur la même question. Oui, je pense que nous ne le voyons pas. En tout cas, moi, je ne vois pas un intérêt politique en ce sens parce que l'a dit Léa Midi tout à l'heure, ce n'est pas en 2016 que la crise est née. Ce qui secoue l'Église catholique, l'Église céleste, j'allais dire autant pour moi, ne date pas d'aujourd'hui. Donc, c'est pour très longtemps. Il y a toujours eu des élections et les célestes ont participé à des élections. Ça n'a en aucun cas empiété sur le bon déroulement des élections. C'est justement pour s'assurer de ce qu'il y a la paix, il y a de la calmie dans tous les secteurs du pays que le chef de l'État a posé ce pas. Et je pense bien qu'il a bien réfléchi, il a bien vu. Le souhait, c'est que cela soit pérennisé pour le résultat. Merci Mathieu Midengoï. Votre réaction nous permet donc d'embrayer sur le second sujet. Concernant ce premier, on retiendra que cette intervention du chef de l'État participe donc à la cohésion sociale et il va donc de l'unité. Il n'y a pas de question à remettre, de la laïcité à remettre en cause. Et en matière d'intérêt pour le Bénin, eh bien, nos invités pensent qu'une église du christianisme céleste réunifiée, c'est la paternité de l'initiative de cette église qui d'ailleurs s'amplifiera donc pour le compte du Bénin. Allez, on va passer au second sujet et il est relatif aux examens de fin d'année. Vous le savez, la ministre des enseignements secondaires techniques et de la formation professionnelle, Madame Véronique Toin-Ifodé, a effectué jeudi 8 mai 2025 une visite au lycée Tofa 1er de Porto Novo. Il s'agissait pour elle de doper le moral aux apprenantes et au personnel du lycée en vue de meilleurs rendements scolaires. La ministre s'est ensuite rendue à la direction des examens et concours aux fins de s'enquérir du niveau de préparation de l'examen du BEPC session de juin 2025. 139 000 candidats sont inscrits pour prendre part à l'examen du brevet du premier cycle qui est à un taux de préparation pour l'heure de 50% à environ 4 semaines du démarrage des épreuves. Au lycée de Tofa, Véronique Toin-Ifodé s'est préoccupée d'avoir de bons résultats à l'issue de ces examens. Il faut dire qu'elle a pris le portefeuille suite au décès du feu ministre Yves Kouaro-Chabi. Mohamed Liamidi, un test pour elle ou une routine qui va s'installer? C'est un test pour elle, dans la mesure où c'est une première. C'est la première fois qu'en conduisant les activités de ce ministère, dont elle a hérité suite au décès du feu ministre Yves Kouaro-Chabi, c'est la première fois donc qu'elle aura à coordonner l'organisation de l'examen du BEPC. Et donc, l'examen qui sanctionne la fin du premier cycle au collège. Donc, c'est un test et il faut donc pour cela qu'elle s'assure que tout est en ordre
que sur le terrain, tout est fait, c'est-à-dire en amont, en allant faire donc cette visite, parce que vous avez parlé de doper le moral aux apprenants. Donc, s'assurer que les élèves sont en condition, même si la visite n'aurait pas suffi pour évaluer vraiment l'état psychologique des enfants, mais c'est déjà bien. Et je n'ai pas eu la chance en mon temps de recevoir la visite d'un ministre pendant que j'étais élève. Peut-être que si j'avais eu cette chance, peut-être que j'aurais eu 14 de moyenne au lieu de 12 de moyenne. C'est une façon de parler. Donc, bien évidemment. Donc, en ce sens, c'est une bonne chose de s'assurer et que sur le terrain, les choses sont en ordre et que donc, à partir de là, on peut espérer que les résultats suivront. C'est donc une bonne chose parce qu'ensuite, elle est allée à la direction des examens qui s'occupe donc de l'organisation matérielle de cet examen qu'est le brevet et le BPC. Et donc, on peut dire de là que c'est un test et c'est également une bonne chose. Mais bon, là maintenant que je vois la chose, honnêtement, je peux vous dire que je n'avais pas vu ça sous cet angle. Mais là, je dois le relever. La ministre a été, je dis bien la ministre. Et donc, quand je dis la ministre, elle a été au lycée Tofa, premier, je précise, des jeunes filles. Bien sûr. Et donc, elle n'a eu à voir que des filles. Et c'est la ministre. Mais c'est la ministre quand même de l'enseignement qui a à charge aussi, c'est pas que les apprenants filles, c'est aussi les apprenants. Je pense que il me semble que la ministre a fait un peu de discrimination, pour ne pas dire de la discrimination. Parce qu'il n'y a pas que les élèves filles qui ont besoin d'être dopés, dont le moral a besoin d'être dopé. Les autres aussi bien évidemment, ont besoin, mais vous ne savez pas si dans son agenda, elle a une autre destination à s'il y avait eu l'opportunité, ça n'a pas été fait. Donc, si on parle de ce qui est fait, ça n'a pas été fait. Il y a encore 4 semaines minimum qui nous séparent du 9 juin. Mohamed Liamid. Moi, j'évoque le problème là maintenant. Absolument. Et ça a été le 8. Aujourd'hui, on est le 12. Ça fait 4 jours. Et les autres, peut-être que ça viendra, comme vous le dites. S'il y avait eu la possibilité de conseiller la ministre, je lui aurais dit que... D'aller dans d'autres collèges. Non, qu'il faut simplement faire l'équilibre. Ne serait-ce qu'à Porto-Novo. Et donc, à partir de ce moment, comme vous le dites, peut-être que le temps qui reste permettra encore à la ministre de pouvoir le faire. Parce que les autres élèves aussi ont besoin que leur morale soit dopée. Allez, Mathieu Midengoï, vous pensez également que c'est un test pour elle? Je vais tout simplement dire que c'est un test, tout simplement, puisque la ministre organise pour la première fois depuis qu'elle a pris fonction. Il est vrai que ça ne dure pas aussi longtemps. Cette démarche ne peut qu'être qu'un test. Enfin, genre, s'imprégner un peu de comment cela se passe, quelle est la chaleur, l'ambiance qui prévaut dans le milieu éducatif, parce que longtemps, pour avoir été aux affaires sociales de la microfinance et tout, cette fois-ci, ceci vient s'ajouter. Il faut justement qu'elle aille s'enquérir, comme tel que nous avons eu des réalités du terrain. Moi, c'est la cible qui me préoccupe en un premier. Liamid est revenu sur ça vers la fin de son intervention. Je ne veux pas parler, moi, de discrimination, mais je veux parler juste de ce que ce qui l'a motivé, qu'est-ce qu'il a inspiré à partir à Porto-Novo. On sait que il n'y a pas que le lycée Tofa premier, le lycée des jeunes filles, je vais m'exprimer dans ce thème, à Porto-Novo. Nous avons le lycée Béanzin où il y a tout un mélange, il y a les élèves filles comme il y a les élèves garçons et tout. Je me suis dit que si la ministre a jeté son dévolu sur le lycée des jeunes filles de Porto-Novo, c'est parce qu'elle a peut-être pris le temps de voir un peu, pour avoir été longtemps aux affaires sociales, ce qui se passe, la manière dont l'enseignement de ce côté-là se déroule, la manière dont ça se passe avec la qualité de quel élève avons-nous justement au niveau de ces centres qui n'accueillent rien que des jeunes filles pour leur suivi et tout, parce qu'on se dit qu'elles sont uniquement des filles, il n'y a pas des garçons qui peuvent s'infiltrer et tout, mais ce qui se passe là, parfois, est plus dense que ce qui se passe là où il y a les élèves ministres. Donc, suivez mon regard, si elle a pu jeter son dévolu, j'allais dire, sur le lycée Tofa, c'est justement parce que quand on écoute ses propos, elle a véritablement conscientisé les élèves de l'autre côté. Elle leur a parlé véritablement des absences fantaisistes, des retards au cours, des cahiers de cours non ajouts. Il a parlé justement de ce qui doit être le rôle des enseignants. Mais le plus grand rôle pour parler justement de l'autodiscipline revient à ces élèves même. Donc si on fait recours à ces aspects
à ces aspects sur lesquels le ministre la ministre plutôt a mis l'accent, il faut certainement se poser beaucoup de questions. C'est certainement qu'elle a appris, oui, que dans ce milieu, il y a quelque chose qui ne va pas. Ce qui est sûr, avec le temps, elle va également faire le tour d'autres collèges, comme le souhaite Léa Mendy, ce qui est sûr. Que vous essayez de dire, c'est le genre qu'on essaie de conscientiser, étant donné que les filles ont fait la promotion du genre, la fille en milieu scolaire, il faudrait qu'elle se maintienne. Et on parle également d'adolescence, d'éducation sexuelle et reproductive et tout. Peut-être que c'est ce que Mathieu Midingoyi essaie également d'apporter sans trop le dire, Mohamed Liamidi. Allez. Oui, seulement que dans ce cas, seulement que dans ce cas, la ministre n'avait pas porté le manteau du ministre des Affaires sociales, c'était le ministre. Ça sera compliqué de les dissocier. Elle a ces deux faux portefeuilles. Allez, c'est casquette de ministre des enseignements secondaires. À partir de ce moment, pour moi, cette précision, ou du moins j'appelle ça de la discrimination, il n'y a pas. D'accord, oui, moi, ça c'est votre avis, ça c'est son avis à lui, oui. Adrien Tchomakou, vous avez la parole sur cette question. Non, je pense quand même que si nous sommes dans un pays où nous faisons la promotion de la gente féminine, il est quand même normal que Madame la ministre des enseignements secondaires, de la formation technique et professionnelle se rende dans un établissement, dans un collège où se trouvent bel et bien des filles, des enfants-filles, des jeunes filles pour les toper le moral. C'est vrai, elle espère de bons résultats. Mais moi je dis, bon, elle espère de bons résultats. Elle ne peut pas dire qu'elle doit espérer de bons résultats, mais elle doit espérer des résultats qui reflètent effectivement le niveau intellectuel des enfants. C'est de ça qu'il est question. On ne va pas espérer de bons résultats. On doit espérer des résultats qui reflètent le niveau intellectuel des enfants. Bon, se préoccuper de bons résultats n'est pas un crime, Adrien. Non, je suis la logique. Madame la ministre, je vous soutiens, alors je demande à ce que tous les enfants obtiennent le BPC cette année, que nous ayons 100%, même si les enfants n'ont pas de niveau. Elle n'a jamais dit ça. Oui, c'est ce qu'elle doit dire que je suis en train de vous expliquer. D'accord. Elle doit espérer des résultats qui reflètent effectivement le niveau des enfants. Que les enfants cessent, par exemple, de nous dire, au lieu de dire une école, qu'on nous dise une école. Vous voyez ce que je dis? Des gens qui ont le BPC, qui aujourd'hui ne peuvent pas construire une bonne phrase. Ça pose un problème. Bien sûr. Évidemment, je pense quand même que le gouvernement même a compris. Même si vous voulez passer des concours maintenant, il n'y a plus, c'est rare d'entendre des concours où on dit que les candidats doivent avoir le niveau BPC. Le plus bas niveau aujourd'hui, c'est le bac. C'est parce que peut-être que avec l'école nouvelle ou avec tout ce que nous entendons aussi, on est obligé, disais-je, à ce que les élèves candidatent avec tout au moins le niveau bac. Parce que c'est le niveau qui pose problème. Le niveau pose problème. Donc, le gouvernement béninois, la ministre de l'enseignement secondaire ne doit pas espérer de bons résultats. Non. Elle doit espérer des résultats qui reflètent le niveau intellectuel des enfants. D'accord, oui, Mohamed Liamidi, vous avez la parole. La ministre a travaillé, quand je dis la ministre a travaillé, c'est vrai qu'elle a pris le relais de quelqu'un. Et donc, celui dont elle a pris le relais a travaillé durant toute l'année à ce qu'on puisse avoir de bons résultats. Et la ministre a continué sur ces pas-là. Donc, elle a œuvré suffisamment pour qu'on puisse avoir de bons, que le niveau des apprenants soit bon, soit bon. Et donc, je ne sais même pas exactement ce que souhaite Adrien, mais ce que je sais, c'est que la ministre a œuvré à la suite de son prédécesseur, pour que les enfants, qu'ils puissent avoir un bon niveau. Et donc, à partir de ce moment, l'examen, il n'y a pas de doute que l'examen reflète le niveau réel des enfants. Pour moi, il n'y a pas de doute à cela. Et on a progressé. Depuis 2016, où le gouvernement actuel est en place, on sait où on en était. Aujourd'hui, on est en train de progresser. Je ne suis pas... Je me rappelle bien. Je vais supposer que c'est le niveau des enfants. Attendez. Je vais supposer que c'est le niveau des enfants et qu'ils ont travaillé à ce que le niveau soit rehaussé. On a vu
tout ce qu'il y a eu comme réforme dans ce secteur-là. Aujourd'hui, par exemple, on ne parle plus de modèle long et de modèle court, on a uniformisé. Ce qui, par ailleurs, pour moi, on a fait le débat ici sur plusieurs années, doit forcément impacter le bon niveau des enfants. Et donc, quand on a fait ça, il va de soi qu'à la fin, on espère de bons résultats. Pour quelqu'un qui a œuvré de cette manière-là, c'est tout à fait normal que la ministre puisse espérer de bons résultats. Et c'est dans ce sens qu'elle a travaillé, qu'elle continue de travailler. Seulement que j'insiste, et je répète, le BPC des filles a la même valeur que le BPC des hommes. Évidemment. Les parents des filles sont les mêmes que les parents des hommes. Et donc, des garçons, je dirais, pour faire l'équilibre. Et donc, à partir de ce moment, je le répète, la ministre devrait aussi doper le moral des garçons. Vous voulez réagir, Adrien, vous réagissez. J'ai réalisé, ce sera le dernier toute table sur cette question. Je voudrais juste vous rappeler quelque chose. Que vous vous souvenez quand, sous bel et bien Yaïboni, sous le régime de la refondation, nous avons eu le premier CEP, certificat d'études primaires, où on parlait de... bon, en fait, ce n'était pas le CEP qu'on faisait, mais il y avait eu 100%. Parce qu'on a commencé par dire que bon, on veut de bons résultats, on veut de bons résultats, et finalement, on dit que le CEP a donné 100% au Bénin ici. Écoutez, ces 100%-là, je pense quand même que tous ces enfants qui étaient déclarés admis 100%, des gens qui ne peuvent pas dire le papa, on dit la papa, jusqu'à présent ça a continué. Donc, il faut que Madame la ministre, écoutez, il faut que Madame la ministre espère des résultats qui reflètent effectivement le niveau des enfants et non des résultats. On dit de bons résultats. Il faut faire tout possible des enfants. Pour que les enfants soient massivement admis. Non, moi j'ai deux enfants, par exemple, qui font au BPC. Si on déclare tous les candidats au BPC admis, on dit 100%, oui, mes enfants auront, qu'on les déclare tous admis ou pas. Moi, je sais que mes deux enfants seront admis au BPC. Mais Adrien, ce n'est pas pour autant. Vous avez rappelé un épisode et on vous rappellera un autre, je l'ai dit tout à l'heure. En 2017, le premier BPC qu'on a eu sur le régime a donné 17% et à l'époque, on parlait du vrai niveau des apprenants. Donc, on ne peut pas douter aujourd'hui. C'était en 2016. Voilà. Donc, on ne peut pas douter aujourd'hui, hein, Adrien, du travail qui est fait par ces équipes des directions des examens et concours. Vous avez raison d'exiger. Vous avez raison d'exiger le vrai résultat, des enseignants, le vrai niveau des apprenants, mais on a travaillé, comme le disait tout à l'heure Mohamed Liamidi, à ce que les bons résultats reflètent les bons niveaux des apprenants. Mathieu Médégoï, vous réagissez et puis on conclut là-dessus. Oui, je crois bien que la ministre, dans ses propos, n'a pas fait allusion à un pourcentage. Elle a juste parlé de bons résultats. Et si on peut tenir compte des conseils, moi je reviens toujours sur ces propos de l'autre côté, c'est une manière justement pour dire, apprenez bien vos leçons, faites bien vos exercices à la maison, et qui donne ces conseils aux enfants, aux élèves, c'est justement une manière pour leur dire qu'on a besoin, aux filles, voilà surtout, c'est justement une manière pour leur demander, ça vous tient tellement à cœur, c'est une manière pour leur dire travaillez bien afin de relever votre niveau d'études. Sinon, sans un bon niveau, on ne peut pas avoir un bon résultat. Donc, qui parle de bons résultats fait déjà allusion au bon niveau. Et le travail qu'a commencé le chef de l'État, vous l'avez dit, 17%. Les réformes ont été vraiment sérieuses dans le secteur éducatif au Bénin. Donc, chaque niveau a reçu a été touché. Donc, si aujourd'hui nous sommes à ce niveau, je crois bien que les résultats que nous aurons, par la grâce de Dieu, oui, reflèteront justement le niveau, la qualité justement de ce qui s'enseigne aujourd'hui à l'école comme éducation. Et il faut rappeler que Tony Fodé n'a pas réinventé une nouvelle roue. Madame, s'il vous plaît. Pardon? Madame Tony Fodé, absolument. Voilà. Elle n'a pas inventé une roue, elle ne peut que tisser la nouvelle code au bout de l'ancien. Il a dit, c'est quelque chose qui a commencé depuis le début de la rentrée, ce n'est pas aujourd'hui que l'école a commencé. Donc, à mon avis, tout simplement, l'effort sera fait au niveau
du gouvernement et les apprenants auront le grand rôle à jouer, celui d'ailleurs de travailler partout et de ne pas se laisser aller à la distraction. Rendez-vous d'ici juillet pour avoir ces fameux résultats. Adrien, donc prière parce que ces bons résultats. Donc Adrien, on se donne rendez-vous en juillet pour voir si ces résultats seront bons et que ça ne reflètera pas le bon niveau des apprenants. Merci à chacun de vous. Mohamed Liamidi, spécialiste en communication digitale et éditoriale. Mathieu Minengoï, vous êtes journaliste. Adrien Tchoumakou, analyste politique. Merci à vous trois. Merci également à vous, chers téléspectateurs, d'être restés avec nous jusqu'à présent pour la discussion sur ces deux sujets d'actualité. Nous vous donnons rendez-vous mardi avec le même plaisir, avec nos différents invités et nos autres thématiques à discussion. Merci de nous avoir suivis. Nous rappelons que toutes nos productions sont toujours disponibles sur nos plateformes numériques. Nous vous avons proposé cette émission depuis le studio François Xavier en Limlemont, ETélé avec vous, pour vous.